suis toujours en direct du Grenelle du droit et je suis en compagnie de Christiane Ferral-Schul, associée cofondatrice de Ferral, ancienne présidente du CNB, ancienne bâtonnière de Paris. Christiane Ferral-Schul, bonjour. Bonjour. Quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle pour la profession? Alors, enjeux, il y en a beaucoup, mais il faut déjà préciser qu'il n'y a pas d'option. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, s'installe. La justice algorithmique est une réalité. Nous en avons un exemple en Estonie, où pour les injonctions de payer à concurrence de 7 000 €, c'est un juge algorithmique, donc ça fonctionne même tellement bien que ça a été étendu pour des délits dont les enjeux financiers sont plafonnés à 7 000 €. Ça fonctionne en Chine où vous avez un procureur virtuel qui pour 8 catégories différentes d'infractions se prononce pour tout ce qui est carte bancaire, mais ça peut aller jusqu'aux querelles entre voisins. Donc cette justice, elle est en place. Et puis pour donner un exemple complémentaire, vous avez Compass aux États-Unis qui est utilisé dans 60 juridictions pour accompagner les juges qui doivent décider de la liberté conditionnelle de détenus, à partir de 137 questions posées par l'intelligence artificielle qui vont aller collecter des informations sur le détenu, sur qui sont ses parents, quel est son environnement social, quelles sont ses chances de réinsertion, donc des données qu'il ne maîtrise pas. Tout ça a conduit d'ailleurs une ONG à dénoncer un biais racial évident. Donc aujourd'hui, voilà, le principal risque, ce sont les biais. À cela s'ajoute un concepteur malveillant, un concepteur qui peut ne pas tout connaître. Ça peut être de l'ignorance, ça peut être de l'étourderie, ça peut être une méconnaissance. Par exemple, sur le thème ne serait-ce que de l'égalité, eh bien, le fait que le concepteur soit un homme ou une femme peut donner des résultats très différents. Prenez l'exemple d'une base de données qui a vocation à donner les résultats en termes des décisions qui ont été rendues en matière de préjudice corporel. L'évaluation de ce préjudice repose sur les salaires. Si on ne corrige pas d'entrée de jeu les salaires hommes-femmes, eh bien, vous pouvez reproduire indéfiniment l'erreur. Donc vigilance par rapport à ces outils. Est-ce que ça veut dire qu'il faut réguler davantage? On sait que l'Union européenne a régulé avec l'IA Act. Est-ce qu'on va dans le bon sens? Quel est le curseur entre régulation et liberté? Parce que ces outils ont besoin aussi de prospérer avec les données et d'évoluer pour aussi donner de meilleurs résultats dans la pertinence des outils et aussi pour aider les juristes comme outil d'aide à la décision. Alors vous avez raison de poser cette question. Il y a les partisans de ceux qui vous disent surtout pas de régulation parce que ça met la France dans une situation de concurrence difficile puisqu'on va freiner l'innovation. De toute façon, on va vous dire qu'il y a des textes qui existent, que l'autorégulation fonctionne et qu'on n'a pas attendu les textes européens qui sont en train de sortir pour imaginer, définir dans le cadre de chartes ou de règles de déontologie ce qu'il convient de faire, sauf que le problème vient de ce que vous pouvez avoir autant de normes différentes que d'entreprises conceptrices différentes. Donc il faut, à mon avis, un cadre pour le concepteur, ce qui repositionne le juriste au centre du dispositif et totalement en amont. Il m'apparaît important de prédéfinir un certain nombre de règles qui ont vocation à tenir compte et des règles éthiques et des règles juridiques qui sont imposées. Donc l'AI Act qui a été publié là, récemment, le 21 mai dernier, a vocation à déjà dire, dans une approche par les risques, que tel système présente ou pas des risques. Donc si on est sur des chabots, par exemple,
pas de problème. On va inciter à créer un code de conduite, on va inciter à préciser que la réponse est donnée par l'intelligence artificielle générative, mais il ne va pas y avoir d'obstacle. Donc pour toute une catégorie de systèmes d'intelligence artificielle. Alors vous avez évoqué les risques liés à l'intelligence artificielle. Comment les juristes doivent appréhender l'intelligence artificielle? Vous faites de la pédagogie avec une BD sur l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une façon d'appréhender ces outils? Alors moi, il me semble qu'il est fondamental de sensibiliser tous les utilisateurs d'intelligence artificielle, parce que nous sommes tous utilisateurs de l'intelligence artificielle et qu'on bascule dans l'intelligence artificielle générative sans même s'en rendre compte. Donc la sensibilisation me paraît le premier niveau. Donc oui, la BD participe de cela, expliquer que finalement on vit dans un monde où on pense contrôler les choses et où on ne contrôle plus grand-chose. Mais la formation est importante, c'est-à-dire comment faire pour intégrer l'intelligence artificielle sans devenir dépendant de l'intelligence artificielle et être capable de critiquer l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous parliez des risques. Une intelligence artificielle peut donner des réponses différente d'une autre intelligence artificielle. Donc il faut avoir un regard critique par rapport à ces réponses. Voilà. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société qui n'a pas connu l'intelligence artificielle et qui est en mesure de se dire, tiens, les réponses qu'on me donne sont farfelues, ou en tous les cas, on va pouvoir détecter le fait, par exemple, qu'une loi est passée, que l'intelligence artificielle a oublié de préciser que la jurisprudence produite n'est plus compatible avec cette loi. On est encore en mesure de le faire. Mais quand, dans 10 ans, 20 ans, on aura des générations d'avocats, de juristes, de magistrats qui n'auront rien connu d'autre, la question est comment on crée l'analyse et le regard critique. Donc c'est un véritable enjeu. C'est, à mon avis, le problème de fond. Ensuite, vous aurez bien sûr des concepteurs malveillants, vous aurez l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais c'est déjà le cas. Ce qui est formidable avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on réunit finalement dans l'intelligence artificielle tout ce qu'on a pu connaître dans le monde du numérique. Vous avez tout ce qui est lié aux données personnelles. Vous avez tout ce qui est lié aux données protégées par la propriété intellectuelle, la propriété industrielle, par le droit des marques. Vous avez même le secret des affaires, les règles déontologiques, la confidentialité, le secret professionnel. Donc des problématiques qu'on connaît. Mais l'intelligence artificielle, ce n'est rien d'autre qu'un système de traitement ultra sophistiqué qui, avec des algorithmes, va aller utiliser ces données. Et ces données ne sont pas forcément de libre parcours, et même en général ne le sont pas. Mais c'est ce dimensionnement-là qu'il faut avoir en tête. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci pour votre invitation.